Et si tout ce que l'on vous a appris sur l'Afrique et sa supposée dépendance à l'aide n'était qu'un mirage? Si un pays, trop souvent décrit comme condamné à la pauvreté, avait en réalité dans l'ombre accompli ce que l'on disait impossible? Le Burkina Faso, classé inlassablement parmi les nations les plus pauvres selon tous les indicateurs internationaux, a longtemps été réduit à sa prétendue incapacité à avancer sans la charité étrangère. On a martelé que sans les experts, ni les millions venus de Paris ou de Washington, rien ne pourrait émerger ici. Cette perception, ancrée dans les esprits depuis l'époque coloniale, a forgé des générations entières à croire que leur destin dépendait toujours d'une main tendue venue d'ailleurs. Mais à la stupeur générale, un projet titanesque a surgi, défiant chaque pronostic. Pas une pluie de milliards importés, pas de procession d'ingénieurs venus des capitales occidentales ou de grandes organisations internationales. Ici, tout a commencé par la force des bras, avec la terre rouge, la sueur, la détermination. Un canal d'irrigation monumental, construit sans machines étrangères, sans un seul don extérieur. Derrière cette épopée, un jeune leader inattendu, Ibrahim Traoré, surnommé Char ou encore Trahir dans les murmures, a osé briser les codes. Il a fait de l'autonomie plus qu'un slogan, un combat personnel entraînant derrière lui une jeunesse affamée de dignité et de puissance retrouvée. Son engagement rappelle celui de Thomas Sankara, qui affirmait dans les années 80 que que l'esclavage volontaire est la pire des servitudes. Ce projet, baptisé Canal Thomas Sankara, n'a pas reçu un seul franc d'aide internationale, ni la moindre technologie importée. Il repose sur l'ingéniosité locale, la solidarité, là où le monde entier affirmait que l'échec était inévitable. Pour comprendre la portée de ce défi, il faut réaliser que dans les années 70, des projets similaires, portés par la Banque mondiale, s'étaient effondrés malgré des investissements colossaux et la présence d'ingénieurs suédois, allemands et français. Ignorer cette histoire, c'est perpétuer le mythe d'une Afrique condamnée à l'impuissance. C'est prendre le risque de voir s'éteindre l'espoir d'un continent maître de son destin, digne et debout par la seule force de ses enfants. Le canal Thomas Sankara, c'est la preuve vivante que les récits d'échecs ne sont pas une fatalité mais un choix narratif. Pour comprendre comment une telle aventure a pu naître, il faut revenir aux premiers jours du projet. Tout commence par une poignée de mains calleuses et une idée jugée insensée. Imaginez une réunion sous un manguier, à l'aube, où une cinquantaine de jeunes, fatigués d'attendre, décident d'agir. Chacun apporte son outil, ses idées, son courage. Pourquoi, dès le départ, pensait-on que le Burkina Faso n'y arriverait jamais sans la main tendue de l'étranger? Parce que l'histoire du pays est jalonnée d'exemples où l'aide s'est substituée à l'initiative locale. Des écoles construites puis laissées à l'abandon faute de suivi, des forages installés puis désertés, des promesses de routes jamais réalisées. Le modèle dominant, hérité du colonialisme, a toujours mis en avant la dépendance plutôt que l'autonomie. Pendant des décennies, le pays vivait sous l'œil sceptique de la planète. Trop pauvre, trop sec, disait-on. Impossible d'imaginer un avenir sans la pluie des financements venus d'ailleurs, sans la parade des ONG, sans le balai des bailleurs de fonds. Sur le papier, les projets se succédaient, mais sur le terrain, l'espoir s'étiolait au rythme des promesses ajournées ou perdues dans les dédales administratifs. En 1998, par exemple, une ONG britannique avait promis l'irrigation de la vallée de la Balérée. 20 ans plus tard, seuls quelques tuyaux rouillés subsistaient. Les ONG dressaient tant leurs tentes, distribuaient dans les quelques sacs de riz, repartaient nains. Les villages restaient assoiffés, les terres des stériles. La jeunesse, elle, se retrouvait condamnée à attendre. Attendre que la vie vienne, d'ailleurs. Attendre puis regarder le temps filer, impuissante à rêver d'autre chose que de l'attente elle-même. Pourtant, tout a basculé lorsque certains ont décidé de ne plus attendre. Un groupe de jeunes femmes et d'hommes, guidés par des volontaires locaux, a pris le pari de l'action. À leur tête, un militaire au charisme magnétique, Ibrahim. Pour lui, la dignité ne s'achetait pas, elle se construisait. Chaque heure passée à attendre l'aide de l'extérieur était une heure volée à l'avenir du pays. Cette philosophie rappelle celle adoptée par la Corée du Sud dans les années 50, quand, ruinée par la guerre, elle a misé sur la mobilisation nationale, l'éducation et l'autosuffisance. Ils n'avaient ni diplôme étranger, ni machine rutilante, ni promesse de millions. Mais ils portèrent une idée folle, creuser un canal de 78 km reliant villages, champs et espérance. Un projet jugé impossible par les experts, utopique pour les observateurs. Mais leur volonté était plus puissante que tous les doutes du monde. Au début, le scepticisme était partout. On murmurait que ce serait un mirage de plus, une illusion condamnée à se dissoudre dans la poussière.
Mais pour ces bâtisseurs, le vrai péril n'était pas l'échec. C'était de laisser une génération de plus sombrer dans la paralysie, de rester enfermé dans la dépendance et l'attente. Comme le disait le vieux Maïla, attendre, c'est mourir à petit feu. Dans les villages, la même question revenait, urgente: pourquoi attendre que d'autres réalisent ce que nous pouvons entreprendre ensemble? Cette interrogation, posée dans les années 80 par les paysans vietnamiens lors de la réforme agricole, avait déjà conduit à une révolution silencieuse. La collectivisation a cédé la place à l'initiative individuelle et la faim a reculé. Le vrai renversement, le choc irréversible, c'est quand un peuple décide de reprendre son destin coûte que coûte, contre tout ce qu'on lui disait impossible. Ici, le déclic s'est produit lors d'une réunion de nuit, à la lumière d'une lampe à pétrole, où chacun a juré de donner 100 heures de travail bénévole par saison. Mais comment transformer une conviction en réalité au milieu d'un paysage aussi hostile et désabusé? C'est là que commence la véritable épreuve. L'histoire regorge d'exemples similaires. En Éthiopie, dans les années 90, la construction d'un barrage local par la simple mobilisation des villageois avait permis d'alimenter 3 villages en électricité, défiant toutes les prévisions. Quand l'Afrique dit non à l'aide, la planète retient son souffle. Le canal Thomas Sankara promettait plus qu'un changement de décor. Il secouait une certitude profonde, celle qui dit que l'Afrique ne peut avancer sans la main du Nord. La presse internationale s'est emparée du sujet, titrant « Le Burkina Faso défie la logique de la dépendance ». La décision tombe, tranchante. Tout sera financé localement, grâce à la force de la communauté. Pas un seul franc venu d'ailleurs, pas un expert étranger à la barre. Pour beaucoup, c'est de la folie pure, du populisme voué à l'échec. Les rumeurs grondent, jusque dans les villages du Sud, où l'on murmure que c'est une utopie suicidaire. Les sceptiques ricanent, ils n'y arriveront jamais. En Haïti, en 2010, un projet similaire de reconstruction post-séisme avait été jugé impossible sans l'aide internationale. Là aussi, les premiers succès étaient venus de la mobilisation locale. Pourtant, sous le soleil de plomb, des centaines de bras s'activent. Pas de machines ronflantes, pas de subventions cachées. Juste la sueur, le courage, la volonté. Puis, un exploit, en l'espace de 4 semaines, 7 kilomètres de canal émergent de la poussière. Face à cette avancée, le doute recule, remplacé par une fierté féroce. Le canal devient symbole, étendard de dignité et d'indépendance retrouvée. La tension grimpe à l'international, les grandes institutions s'agitent, la diplomatie occidentale s'inquiète. Les pressions montent, reprenez nos financements, retournez dans le giron de la dépendance. Mais le leadership burkinabé tient bon, décidé à démontrer que l'impossible n'existe que dans nos têtes. On se souvient alors de la marche du sel de Gandhi. Un peuple uni dans le refus de la soumission fait vaciller l'ordre établi. Pour la communauté, l'enjeu est immense. Rater, c'est donner raison à ceux qui pensent que l'Afrique ne peut rien sans le Nord. Mais réussir, c'est fissurer l'ordre établi. C'est prouver que la souveraineté ne se mendie pas, elle se construit sol par sol, main dans la main, à l'image du miracle du riz en Chine dans les années 60, où l'entraide a permis de vaincre la famine. Chaque goutte qui s'écoule dans le canal est une victoire sur le doute. L'eau ici n'est plus seulement une ressource. Elle incarne le pouvoir retrouvé, la capacité de décider et de transformer son destin ensemble. Les anciens racontent qu'autrefois, le fleuve Baléré était synonyme de promesses non tenues, maintenant il est le symbole du renouveau. Mais si le canal avance, l'épreuve ne fait que commencer. Car l'adversité prend bientôt un visage inattendu. L'unité est testée lorsque des rumeurs de sabotage circulent, alimentées par des intérêts opposés au changement. L'histoire se répète. Lors de la construction du barrage d'Assouan, en Égypte, des puissances étrangères avaient tenté de freiner le projet par des embargos. Un mince filet d'eau, presque timide, puis soudain, une vague monte, balaie la poussière, emporte les doutes. Jusqu'où ira cette vague? La question habite chaque foyer. L'effort sera-t-il durable? La communauté saura-t-elle résister aux tentations de l'argent facile et des offres de partenariat qui n'en sont pas vraiment? L'eau du canal atteint enfin les champs desséchés. La terre reprend vie, la verdure s'étend là où, hier encore, la faim menaçait. Les récoltes abondent, les greniers se remplissent, la communauté relève la tête, fière d'avoir repris son destin en main. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, en une seule saison, la production de mil a doublé, celle de maïs a triplé. Les familles qui dépendaient pas de l'aide alimentaire peuvent désormais vendre leur surplus au marché. Ce canal n'est plus seulement un ouvrage, il devient le cœur battant d'une transformation inattendue. Des coopératives autogérées surgissent, portées par l'envie d'agir sans attendre l'État ni les ONG.
Des leaders émergent, jeunes femmes, anciens, galvanisés par la confiance retrouvée. On assiste à la création de la première coopérative féminine de transformation du manioc, qui emploie aujourd'hui plus de 150 personnes. Les femmes s'imposent, elles dirigent les marchés, créent des écoles communautaires, défendent chaque récolte. Les enfants participent, découvrent la force du collectif, l'importance de leur terre. L'entraide s'enracine, la résignation s'efface, de nouveaux liens unissent familles et villages. Des exemples concrets émergent. Awa, autrefois vendeuse ambulante, est aujourd'hui présidente d'une coopérative d'épargne qui finance de petites entreprises locales. Le modèle né à Kumbia inspire au-delà des frontières. Au Mali, au Niger, au Ghana, d'autres communautés se demandent « Pourquoi pas nous ?» Des délégations viennent, on échange graines, techniques, promesses. La rumeur enfle. L'Afrique de l'Ouest peut compter sur elle-même. En 2023, une délégation sénégalaise est venue étudier le modèle et l'a adapté à la vallée du fleuve Sine. Peu à peu, une révolution silencieuse s'esquisse. Les surplus agricoles font naître de petites industries locales. Les coopératives exportent leur production, bâtissent routes et écoles, parfois même des barrages, sans dette étrangère. Les infrastructures autrefois promises, aujourd'hui, ce sont les habitants qui les réalisent, de leurs propres mains. Comme au Kerala, en Inde, où les villageois ont construit un réseau de routes sans attendre l'État, Kumbia devient un exemple concret d'autodétermination. Mais l'équilibre est fragile. Si le modèle Sankara s'enracine, une génération entière pourra grandir libre, digne, prospère. Sinon, le spectre de la dépendance rôde, prêt à tout balayer d'un revers. Les pressions reviennent par vagues. Entreprises étrangères tentent de récupérer les marchés, promettant l'or et l'argent en échange du contrôle des ressources. Mais une question subsiste. Ce rêve peut-il survivre aux épreuves du temps ? Tout repose désormais sur la capacité des habitants à protéger leurs conquêtes. L'histoire du Mozambique le rappelle, après l'indépendance, les projets autogérés ont prospéré, mais les divisions internes et les influences extérieures ont parfois brisé cet élan. Quelles sont les clés pour transformer la résilience en indépendance durable ? Comment une communauté, où qu'elle soit sur la planète, peut-elle s'inspirer du canal Thomas Sankara pour changer radicalement son destin ? Tout commence par la force de l'unité. Rien n'aurait pu naître sans une volonté commune, soudée par un rêve partagé et guidée par un leadership audacieux. Quand des hommes et des femmes se lèvent ensemble, prêts à défier l'impossible, ils deviennent capables de soulever des montagnes, même sans ressources abondantes. L'exemple du kibboutz israélien, né d'une poignée de pionniers dans le désert, confirme la puissance de l'action collective. Ensuite, il s'agit de valoriser les savoirs locaux et l'intelligence du terrain. Le canal n'est pas le fruit d'une expertise importée, mais le produit d'une créativité forgée par l'expérience, la tradition et les besoins réels. C'est dans cette inventivité collective, enracinée dans la réalité du peuple, que réside la puissance de la transformation. À Madagascar, dans la région des Hauts-Plateaux, des agriculteurs ont conçu des systèmes d'irrigation adaptés à leur climat, défiant les modèles importés. Par l'action, la dignité renaît. Refusant de rester spectateurs de leur propre histoire, les habitants ont retrouvé leur fierté, leur appartenance et une confiance nouvelle en l'avenir. S'engager ensemble ne construit pas seulement des infrastructures, cela redonne sens à la vie, ravive l'honneur et remet le pouvoir entre les mains du peuple. Les récits des anciens, transmis lors des veillées, deviennent source d'inspiration pour les plus jeunes. Ce modèle dépasse la question de l'irrigation. Il inspire l'éducation, la santé, l'économie, l'industrie. Partout où la dépendance entrave le progrès, la méthode Sankara rappelle que la solidarité et l'autonomie ouvrent la voie du renouveau. Oser agir sans attendre, inventer ensemble, puiser dans ses propres ressources, chaque domaine peut ainsi se réinventer. Au Brésil, dans les années 90, des villages brisés par l'exode rural ont retrouvé vie grâce à la création d'écoles communautaires financées localement. Car au fond, le choix est limpide. Ignorer ces leçons, c'est replonger dans la spirale de la dépendance, subir au lieu de choisir, s'épuiser à espérer des solutions extérieures qui ne viendront jamais, perdre l'estime de soi et la foi en un futur meilleur. Mais choisir l'autonomie, c'est inspirer ses voisins, briser les logiques de domination et écrire une nouvelle page d'histoire, ensemble. Les voisins de Kumbia, autrefois sceptiques, sont aujourd'hui les premiers à demander conseil pour répliquer l'expérience. Mais l'indépendance n'est jamais définitivement acquise. Comment préserver cet élan face aux défis à venir ? Les habitants de Kumbia ont mis en place des comités de vigilance chargés de surveiller l'entretien du canal, de dissuader la corruption et de former les générations futures à la gestion collective.
Chaque mois, une assemblée délibère sur les besoins nouveaux et décide ensemble des priorités. Ce n'est pas un rêve lointain. La preuve existe et l'avenir se façonne entre nos mains. D'autres régions du Burkina Faso, comme la province de la boucle du Mouhoun, expérimentent déjà des variantes du modèle Sankara, adaptant les techniques à leur réalité. Face au scepticisme, à la résignation, le canal Thomas Sankara au Burkina Faso s'étend, concret et vivant. Il n'est pas né d'une aumône étrangère ni d'un miracle venu d'ailleurs. C'est le fruit d'hommes et de femmes qui ont refusé d'attendre, qui ont choisi de se relever ensemble pour bâtir ce que nul n'osait imaginer. Ce canal est bien plus qu'un simple ruban d'eau. Il marque la frontière que l'on traverse lorsqu'on refuse de mendier, lorsqu'on décide de ne plus ployer sous les jugements extérieurs. Il témoigne que l'union des volontés peut transformer la sécheresse en espoir, et l'humiliation en dignité retrouvée. À l'instar du Rwanda qui, après le génocide, a reconstruit ses infrastructures par la méthode du Umuganda, travail communautaire obligatoire, Kumbia fait la démonstration que l'histoire dépend d'abord de ceux qui la font. Refuser l'inaction, c'est choisir de ne plus subir, de ne plus laisser le manque ou la dette dicter nos vies. Chaque geste collectif, chaque pierre posée ensemble, écrit une page neuve à notre histoire. Le canal Thomas Sankara rappelle que la souveraineté ne se reçoit pas. Elle se conquiert patiemment, avec ardeur, face aux doutes. À celles et ceux qui prétendent que l'Afrique ne peut avancer sans béquilles, Kumbia répond par l'exemple. L'autonomie n'est pas une chimère. Elle est un chemin difficile mais possible, pavé de courage, d'inventivité et de solidarité. L'unité communautaire a brisé le carcan du fatalisme et a donné corps au mot « puissance ». Ouvrez les yeux. Ce que d'aucuns nomment utopie est déjà réalité pour d'autres. Choisir l'inaction, c'est accepter l'impuissance. Choisir l'engagement, c'est reprendre la main sur son destin, sur sa terre, sur sa dignité. La différence, c'est l'action. La renaissance d'une nation ne dépend jamais de promesses lointaines, mais d'actes proches, concrets, répétés, qui irriguent la terre des possibles. Le canal Thomas Sankara n'est qu'un début. La reconstruction de l'honneur se vit au présent. Les enfants qui jouent aujourd'hui sur les berges du canal sont les premiers témoins de ce bouleversement. Ils grandissent avec la certitude que l'avenir est entre leurs mains. Alors que reste-t-il ? Oser croire en l'impossible, refuser l'habitude du renoncement et chaque jour se demander « Que fais-je moi pour écrire la suite de cette histoire ?» Car l'histoire du canal Thomas Sankara n'est pas seulement celle d'un pays. C'est un appel universel à la dignité, à la souveraineté, à l'audace d'agir. Que chacun, là où il se trouve, s'en souvienne. L'impossible n'est